Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Chaque année, au Cameroun, on enregistre 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Et sur ces 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi, seulement 10% obtiennent une réponse positive à leur demande. Et c'est donc dire que si rien n'est fait, d'ici à l'horizon 2035, on enregistrera des millions de diplômés au chômage. La question est donc préoccupante. Préoccupante au point où le président de la République en parle dans ses messages. Et le 10 février dernier, il a semblé stigmatiser le système éducatif qui, de son point de vue, n'est pas approprié, en tout cas ne permet pas de répondre aux défis du développement. Et cette préoccupation, nous la reprenons à notre compte ce soir dans le cadre de cette émission de 237, le débat, pour interroger la pertinence du système éducatif camerounais aujourd'hui, du moins ce que valent les formations dites professionnelles ou professionnalisantes. Et pour en parler, nous avons invité sur ce plateau des experts d'éducation et surtout des opérateurs économiques. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Installez-vous confortablement. Eh bien, pour ce débat, nous avons invité sur ce plateau Blaise Wafo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, Monsieur Fangwa, pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager avec les aimables téléspectateurs d'Equinox Radio sur un sujet aussi important que celui de la formation. Blaise Wafo, je voudrais préciser que vous êtes ingénieur polytechnicien de formation, mais surtout que vous êtes opérateur économique, membre du GICAM, c'est le groupement interpatronal du Cameroun. Et je voudrais ajouter que vous êtes surtout promoteur d'établissements scolaires, surtout d'IPES, Institut privé d'enseignement supérieur. C'est bien cela? Oui, Monsieur Fangwa, vous ne vous trompez pas. Effectivement, ces derniers mois, je suis plus concentré sur apporter ma contribution à la formation de la jeunesse camerounaise, effectivement, comme vous le dites, en dirigeant une IPES du côté de Bonamoussali. Merci en tout cas Blaise Wafo d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Tout à côté de vous, Christian Blaise Motivo, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox TV. Alors, vous êtes chef service de l'emploi, de la formation professionnelle. De la formation et de l'orientation professionnelle au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, notamment la délégation régionale du ministère de l'Emploi pour le littoral. C'est bien ça. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie. Recevons également sur ce plateau pour ce débat le professeur Kenyé Foudop. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Duval Fangwa, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Professeur Kenyé Foudop, vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé et vous vous occupez, je crois, essentiellement d'un master professionnel en urbanisme et développement. Oui, j'assure depuis la rentrée académique 2010-2011 la coordination pédagogique d'un master professionnel dénommé master professionnel en urbanisme, aménagement et développement, qui forme des urbanistes, dont des experts de haut grade dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement et du développement au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Je voudrais dire en passant que vous êtes également, si je ne me trompe pas, vice-président de la Société africaine des géographes. Oui, vice-président de l'Association des géographes africains et en même temps président du Comité national de géographie du Cameroun. Merci professeur Kenyé Foudop. Introduisons également sur ce plateau Emmanuel Lekunke Ngwaba. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous vos téléspectateurs et bonsoir à tout le panel. Vous êtes, je vais le dire ainsi, expert, en tout cas vous vous intéressez aux questions d'éducation. Vous avez mis en place une structure qui s'appelle Pédaconseil, qui fait essentiellement dans l'accompagnement psycho-pédagogique. C'est à ce titre que vous êtes invité sur ce plateau, même si on peut ajouter en passant que vous êtes inspecteur pédagogique de mathématiques pour le littoral. C'est bien cela? Tout à fait, c'est un plaisir de venir échanger sur une question aussi cruciale qui concerne l'école.
Et j'ouvre le débat avec vous, Emmanuel Konkengwaba. Le président de la République, dans son message du 10 février dernier, a semblé indiquer qu'il y a un problème avec le système éducatif camerounais. C'était peut-être pour tenter de comprendre pourquoi de plus en plus on a des jeunes qui sortent des écoles et qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une situation qui est extrêmement grave? Il faut relativiser peut-être en disant préoccupante, oui, peut-être pas grave ou très grave. Qu'est-ce qu'il faut dire précisément, l'état des lieux de votre point de vue? Bon, disons qu'il faut déjà apporter un certain nombre de clarifications. Ce n'est pas seulement le 10 février 2014, déjà le 3 novembre 2011, lors de la prestation de serment du président de la République devant l'Assemblée nationale, il avait déjà annoncé les couleurs de son septennat en parlant de la professionnalisation. Là, c'est le 3 novembre 2011. Donc, il faut bien être à l'écoute des discours du président. Ensuite, il y a le 10 février 2012. Le 10 février 2012, lors de son discours à la jeunesse, il affirme à travers son discours sa volonté de mettre en place un système éducatif performant, compétitif. Et il cite l'exemple des pays émergents qui, avant de pouvoir mettre sur pied des processus économiques de développement pertinents, ont d'abord mis l'accent sur la qualité du système éducatif. Donc, c'est pour dire qu'en fait, le discours du 10 février 2014 est un discours parmi tant d'autres qui avait déjà été évoqué. Et je dois également signaler que on n'a pas besoin que ce soit le chef de l'État qui constate que le système éducatif est défaillant, parce qu'un système éducatif a des normes. Il y a des normes, il y a des ratios, il y a un certain nombre de critères qui doivent être réunis. Ça veut dire qu'il faut bien que dans ce pays, on soit sérieux, que des profs d'université prennent la parole pour dire que c'est bon lorsque c'est bon, que c'est mauvais quand c'est mauvais, et qu'on n'attende pas forcément que ce soit le président de la République qui, pour une question technique, pour une question cruciale, vient dire que c'est mauvais. Donc, je pense que il est donc important que, une fois que le président de la République a relevé cela, que ça fasse débat. Bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir pour tenter d'échanger sur la question. Disons que, en un mot, peut-être pour commencer, je veux tout simplement dire que depuis 1960, parce que vous savez très bien que le système éducatif camerounais, contrairement au système éducatif chinois ou au système éducatif français ou même canadien, n'est pas un système éducatif conçu par les Camerounais. Là, il faudrait que sur le plan historique, ce soit clairement dit. On va peut-être revenir tout à l'heure sur le diagnostic. Oui, sur le diagnostic. Je voudrais qu'on présente d'abord la situation, on fait d'abord l'état des lieux, et puis, bien évidemment, on reviendra à vous tout à l'heure. Bon, l'état des lieux, comme je suis peut-être au départ enseignant de mathématiques, je vais peut-être m'amuser à donner quelques chiffres. Nous sommes partis en 1960 avec pratiquement 200 candidats au baccalauréat. 200 candidats au baccalauréat en 1960 et il n'y avait que 82 admis. 82 sur 200 candidats en 1960. Vous voyez donc on avait à peine 100 000 élèves au secondaire en 1960. En 1985, au primaire, on avait 1 620 000 élèves au primaire. Et au secondaire, on n'avait que 138 000 élèves, 138 000 seulement. Et en 1985, toujours, le BPC, ça ne faisait que quelques maigres 15 000 candidats admis sur 49 000, et au bac, 5 000 candidats seulement sur 14 000 admis. En 2008, au primaire, on a pratiquement dans les 3 millions d'élèves, et au secondaire, 1 million, pratiquement 2000 élèves. Et en 2013, vous voyez que c'est un boom, c'est une explosion sur le plan des effectifs. En 2014, nous sommes au primaire autour de 4 500 000, alors qu'en 1985, nous n'étions qu'à 1 600 000. Vous pouvez vous-même voir la croissance. Et au secondaire, nous sommes à 2 500 000. Donc, vous voyez donc c'est donc dire qu'au fil des années, il y a une pratiquement augmentation. 138 000 au secondaire en 1985. En 2014, nous sommes à plus de 2 500 000 au secondaire. Vous voyez que c'est une explosion totale. Et vous allez constater tout à l'heure dans le débat que les dirigeants camerounais ont été pratiquement dépassés par les effectifs parce qu'ils n'ont pas pu planifier. Je suis très content que j'ai un géographe à ma droite qui tout à l'heure va dire pourquoi on n'a pas prévu, avec le taux de natalité de la population, le taux de croissance, pourquoi a-t-on été dépassé par ces effectifs? Bien, on n'a pas bien évidemment. Merci Emmanuel Konké. Et si vous permettez au niveau de l'université, pour compléter. On reviendra tout à l'heure, là-dessus tout à l'heure. Christian Blaise Moutsebo, lorsque
vous écoutez ces chiffres qui sont donnés par Emmanuel Kounké. Est-ce que vous êtes surpris ou bien vous comprenez en rapport avec les travaux que vous faites au niveau du ministère de l'Emploi? Ce sont des chiffres qui sont compréhensibles. De votre point de vue, quel est l'état des lieux? C'est difficile de prendre la parole, c'est-à-dire que l'état des lieux que fait M. Ngouaba est assez exhaustif. Et nous ressentons cela au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle par une très forte poussée démographique. On vous dit, l'Institut national de la statistique dit que depuis 2010, il y a au moins 75 000 jeunes qui frappent aux portes de l'emploi. Donc c'est la conséquence. Chaque année. Chaque année, 75 000 jeunes arrivent. Donc c'est une poussée, c'est une pression énorme sur le marché de l'emploi. Alors à partir de ce moment, peut-on dire que l'état des lieux est alarmant ou préoccupant? Je pense que c'est une préoccupation. Et c'est une préoccupation dans la mesure où le chef de l'État lui-même l'a dit. Il y a une phrase très intéressante dans son discours. Lorsqu'il dit que pendant longtemps, nous avons pensé qu'il suffisait de créer les écoles. Non, de donner l'accès à l'éducation à un plus grand nombre et d'en assurer la qualité pour pouvoir résoudre le problème du chômage. Une fois que le chef de l'État a dit cela, c'est que lui-même, en tant que définisseur de la politique de la nation, il a pris conscience que la situation actuelle du système éducatif ne correspond plus à la réalité. Mais la situation n'est pas encore grave, il y a des choses à faire. Professeur Kaye Foudop, vous qui travaillez depuis quelque temps avec l'université, je vais rappeler que vous êtes à l'université de Yaoundé, mais vous avez également officié dans beaucoup d'autres universités où vous avez d'ailleurs occupé des fonctions beaucoup plus importantes, pour ne pas dire prestigieuses. Oui, disons-le. Disons que cette situation que nous évoquons et qui est réelle, voyez, tout à l'heure, dans le diagnostic qu'il a commencé à ébaucher, il a évoqué la volonté du gouvernement, à travers son leader, le président de la République, de professionnaliser l'enseignement. Je dirais que cette volonté du gouvernement remonte à plus longtemps, car le souci de professionnaliser les enseignements, tout au moins au niveau de l'université, remonte à 2006. Et on peut reconnaître que depuis un certain nombre d'efforts ont été entrepris dans le domaine de la création, depuis le niveau primaire des écoles, bien sûr des structures de formation, au niveau secondaire des lycées d'enseignement général, des lycées techniques et même des centres de formation professionnelle. Et puis, au niveau supérieur, la création d'un certain nombre d'universités. 8 universités d'État, auxquelles s'ajoutent un certain nombre d'instituts privés, confessionnels ou laïques. Mais si des efforts ont été entrepris en matière d'infrastructures, encore que lorsqu'on a construit des infrastructures, il faut les équiper. Si au moins des efforts ont été faits en termes de création de structures et en termes, si vous voulez, de quadrillage du triangle national par ces structures-là, il n'en reste pas moins que finalement le système éducatif camerounais souffre d'un, si vous voulez, déficit d'encadrement et aussi d'un déficit, si vous voulez, d'équipement. Parlons d'infrastructures, mais en termes d'équipement. Je pense qu'on y reviendra dans le cours de l'émission. Dans le cadre du diagnostic qu'on pourra faire. Blaise Wafo, vous, en tant que... Vous êtes promoteur d'établissement, mais vous flirtez également avec les milieux des affaires et vous discutez avec des entrepreneurs. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, après avoir écouté tous les autres panélistes, qu'il y a comme une forte poussée qui oblige finalement les opérateurs économiques à reviser leurs méthodes? De votre point de vue, est-ce que la situation est aussi préoccupante qu'on l'indique? Et moi, je trouve que la situation demande d'être regardée de plus près. La situation me semble assez préoccupante. Vous voyez très bien qu'une entreprise ou toute organisation s'appuie sur un certain nombre de ressources pour se développer, et essentiellement la ressource humaine. Donc une entreprise qui n'a pas la bonne ressource humaine va difficilement atteindre ses objectifs, va difficilement se développer.
Et donc, quand on regarde le niveau de compétitivité de nos entreprises, on peut bien se rendre compte que le niveau reste encore assez bas. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait un sondage sur des jeunes qui travaillent en entreprise, on se rend compte sur des études qui sont faites que seuls 25% des employés utilisent réellement les connaissances développées à l'école dans le cadre de leur boulot. Cela veut bien dire qu'il y a bien un gap. Eh bien, les autres 75% de personnes qui travaillent sans s'appuyer sur les connaissances développées pendant leur formation académique, où est-ce qu'elles vont les chercher? Comment est-ce qu'elles font? Comment est-ce qu'elles peuvent être compétentes? Donc moi, je trouve que des efforts ont été faits, comme les autres panélistes l'ont dit, des efforts sont fournis par l'État, par les autres acteurs, mais beaucoup reste à faire et la situation me semble d'autant plus alarmante quand on regarde le chiffre de demandeurs d'emploi. Et bien, si le peu qui trouvent l'emploi là ne bosse pas suffisamment pour que les entreprises continuent à se développer, il n'y a pas de nouveaux emplois qui sont créés dans ces entreprises. Donc, du coup, on est dans un cercle vicieux. Christian Blaise Rotsebo, avec les chiffres qui ont été présentés sur ce panel, je voudrais rappeler que ces chiffres ne sont pas exhaustifs, parce qu'on aurait pu ajouter, par exemple, que s'agissant du sous-emploi, on parle de 70 à 75% de sous-emploi. Il faut bien distinguer du chômage. Bien sûr. Dans le cas de la région du littoral, on parle d'un taux de chômage qui serait autour de 9-10%. Tout à fait. Sur le plan national, c'est vrai que on a des chiffres qui varient, parce que l'Institut national de la statistique a rendu public des chiffres qui ne sont pas tout à fait, je veux dire, en adéquation avec ce qu'on a par exemple du Bureau international du travail. Mais là n'est pas la question. Intéressons-nous à la question du sous-emploi. On parle de 70%, 70 à 75%. De votre point de vue, c'est le problème. Parce que si on dit sous-emploi, ça veut dire que vous avez des gens qui sont formés, mais qui n'exercent pas une activité sur la base de la formation qu'ils ont reçue, si je ne me trompe pas. On peut dans une première approche dire que c'est ça le sous-emploi. Et en réalité, même l'OIT, le BIT disent que le problème du Cameroun, ce n'est pas le problème du chômage. Parce qu'on vous dit, une ville comme Douala a un taux de chômage de 9,1%, avec un taux d'occupation de 62,4%. C'est vrai que la majorité de ceux qui sont dans le taux d'activité sont dans le secteur informel. Il y a aussi ce qu'on appelle le suremploi. Parce qu'il faut opposer sous-emploi et suremploi. Le sous-emploi relève deux réalités. La première réalité, c'est que l'individu n'a pas les compétences nécessaires pour occuper le poste qui lui est proposé. Et il accepte les conditions que l'entreprise lui propose à défaut d'aller rester au quartier. Ça, c'est le sous-emploi dû à l'individu. Deuxième mouvement, le sous-emploi dû au fait que l'individu a les capacités pour occuper un poste dans une entreprise, mais on lui propose des tâches à exécuter qui sont en deçà de ses compétences réelles. Le problème se situe donc au niveau de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Du moment où on aura résolu cette question, que les jeunes sortis des lycées, collèges, des universités aient des compétences, soient formés en fonction des besoins des entreprises, un jeune qui aura rempli ces conditions-là, sachant que les universités auront formé en fonction des besoins des entreprises, la question du sous-emploi va se régler. À ce moment-là, un jeune disposant les compétences nécessaires, connaissant le cadre juridique, parce qu'il y a aussi l'ignorance juridique. Parfois, beaucoup de jeunes se lancent dans la recherche d'emploi sans avoir l'arsenal juridique en matière de connaissance du droit du travail, des conventions collectives, du secteur d'activité dans lequel ils veulent se lancer. Et vous savez que l'emploi, c'est un jeu de dames, un jeu de dupes entre l'employé et l'employeur. C'est à qui sera le plus intelligent qui va prendre le dessus. Pour cela, il faut que les jeunes aient les compétences nécessaires pour résoudre la question du sous-emploi, afin qu'on puisse leur offrir les compétences, les postes de travail qui correspondent à leur qualification. Alors là, il y a deux éléments peut-être qu'il faut relever là-dedans. D'abord, la capacité d'absorption peut-être des structures existantes. Et peut-être le deuxième volet, c'est peut-être sur le plan juridique, parce que vous semblez indiquer que c'est un élément qui fait fondamentalement défaut. Bien sûr. Les gens ne connaissent pas très bien. Bien sûr. C'est un élément qui fait essentiellement défaut et qu'il faut intégrer
dans les programmes scolaires. Peut-être qu'on va revenir là-dessus, la connaissance juridique. La législation du travail ne doit pas être une affaire d'initié, ça ne doit pas avoir un caractère ésotérique. Tout individu qui est prêt à aller sur le marché de l'emploi doit avoir été formé sur la connaissance de la législation du travail au Cameroun. Par exemple, les gens vont vous dire qu'il y a une loi dans le Code du travail qui dit que le salaire se négocie de gré à gré entre l'employeur et l'employé, mais ça n'existe nulle part. Personne ne peut vous dire que cet article-là, c'est l'article temps. Mais il y a des perceptions comme ça qui sont véhiculées dans l'imaginaire populaire et qui tendent à masquer l'ignorance des uns et des autres. Il y a des conventions collectives. Le patronat travaille suffisamment là-dessus. Le ministère de l'Emploi encourage les entreprises à offrir des conditions adéquates de travail. Il y a la procédure de camerounisation des emplois dans les entreprises pour que de plus en plus de jeunes Camerounais remplacent les expatriés qui sont dans les entreprises, mais à condition, nous disons bien à condition que ces jeunes aient les qualifications nécessaires. Au Chaka Yofoudo, vous vous occupez des masters professionnels de l'université de Yaoundé 2, c'est bien ça? Yaoundé 1. Yaoundé 1. En urbanisme. Aménagement et développement. Quelle est votre expérience personnelle sur cette affaire? Est-ce que vous avez le sentiment que le travail que vous faites va précéder un succès, une réussite, et c'est-à-dire qu'au bout de la chaîne, il va avoir une réussite, un succès? Est-ce que vous êtes satisfait par le travail et ceux qui sortent, les produits que vous mettez sur le marché? Est-ce qu'ils sont recevables? L'expérience que nous avons entamée il y a bientôt 5 ans, elle est positive. Et si vous me permettez, je vais d'abord revenir un tout petit peu en arrière pour évoquer les sources de la professionnalisation dont on a parlé. Et il faut bien reconnaître que le chef de l'État a pris conscience de la gravité du problème. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a eu au Cameroun ce qu'on peut appeler la démocratisation de l'instruction. Vous savez, on parle depuis d'ailleurs 2001 de la gratuité tout au moins de l'enseignement primaire, même si l'expérience montre que de toute façon les parents payent plus que ce qu'ils ne devraient payer, même si dans les textes on parle de cette gratuité, l'enseignement, si vous voulez, primaire, qui est le premier niveau d'enseignement. Donc, à l'origine, bien sûr, de la politique de la professionnalisation et, si vous voulez, cette vision du gouvernement de s'apercevoir que jusqu'à maintenant, il y a eu, comme le prédécesseur l'a dit tout à l'heure, cette non-correspondance entre la formation qui est dispensée par l'école et, si vous voulez, les demandes du monde de l'emploi. Et ce qui est quand même curieux, c'est que cette démocratisation de l'enseignement a conduit, si vous voulez, à ce qu'on peut appeler la généralisation du diplôme, vous voyez, et malheureusement de la déqualification de ce diplôme. Parce que obtenir une licence, obtenir un doctorat n'est plus une garantie. Le diplôme n'est plus une garantie pour l'emploi, parce que l'expérience a bien montré que finalement, la formation qui est donnée aux jeunes ne correspond pas aux attentes du monde du travail. Et c'est là justement donc, justement, en 2006, le gouvernement a proposé donc de professionnaliser tout au moins les enseignements au niveau du supérieur. Et donc, en boitant le pas à cette mesure, la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé 1 a, bien entendu, sous le parrainage du ministère de l'enseignement supérieur, sous le parrainage de monsieur le recteur de l'université de Yaoundé 1 et celui du doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines, mis en place un certain nombre de masters, dont le master auquel vous avez fait allusion, c'est-à-dire le master en urbanisme, aménagement et développement urbain. Et si je fais un bilan, puisque votre question m'amène à parler un peu de ce bilan, je peux dire que le bilan, il est positif. D'abord, si j'en crois les produits que nous avons formés jusqu'à maintenant et ce qu'ils sont devenus, pratiquement parce que tous ceux qui ont été formés ont trouvé un emploi, encore que certains des diplômés sortis de cette formation étaient déjà en milieu professionnel, dont ils sont venus chercher plus de qualifications dans ce master, et ceux qui y sont entrés dans le processus de la formation initiale, c'est-à-dire des étudiants issus du cycle de licence, puisque ce master, si vous voulez, est éligible
aux titulaires d'au moins Bac plus 3, et la plupart de ceux qui sont sortis jusqu'à maintenant ont trouvé du travail. Il faut avouer que c'est une formation très sélective, qui ne sont peut-être pas très nombreux, mais la formation que nous donnons est une formation de qualité qui débouche pour ceux qui en sortent, vous voyez, nantis du diplôme, qui débouche d'ailleurs sur le recrutement. Et je dirais d'ailleurs qu'avant même que ceux-ci ne sortent, un certain nombre sont, alors qu'ils sont en train de terminer leur première année, recrutés, soit dans des structures surtout de recherche, dans des bureaux d'urbanisme, ou alors ceux qui viennent... Justement, c'est ça la question que je voudrais poser, parce que le tout, ce n'est pas d'être recruté si on se limite, si on prend en compte l'analyse que fait M. Motebo, le tout, ce n'est pas d'être recruté, mais est-ce que ceux qui ont été recrutés, effectivement, font ce qu'ils avaient l'intention de faire au moment où ils engagent cette formation, pour qu'on ne se retrouve pas justement dans cette situation de sous-emploi qu'ils dénonçaient tout à l'heure? Bien sûr, tous ceux qui ont été formés au moins dans ce master spécifique, hein, peut-être qu'on ne peut pas généraliser, ils sont soit pour ceux qui n'étaient déjà pas en position de travailleurs, ils ont été recrutés, pour donner des exemples, à la communauté urbaine, par exemple, de Bafoussam, des mairies d'arrondissement, et ceux qui ont été recrutés dans des structures qui font dans l'urbanisme, qui ont une activité dans l'urbanisme et l'aménagement urbain, comme ERA, et puis sans compter certains qui sont, je pense, en voie de recrutement dans des ministères comme le MINDU, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Donc, il me semble encore qu'ils ont la possibilité, s'ils ne sont pas recrutés, de créer leur propre bureau d'urbanisme, vous savez. Tout à l'heure, on parlera de l'auto-emploi. De l'auto-emploi. Voilà. Donc, au moins, si je fais ce bilan-là, pour les heureux, si vous voulez, récipiendaires de cette formation, la plupart ont trouvé de l'emploi. Emmanuel Conquet, c'est vrai que si on se limite au cas présenté par le professeur King Foudov, c'est que tout bien. Pourtant, en réalité, lorsqu'on regarde les chiffres de façon globale, et je crois que M. Motebo va nous le rappeler tout à l'heure, on remarque, par exemple, pour rester dans le cas de l'enseignement secondaire, que vous connaissez assez bien parce que c'est le secteur dans lequel vous évoluez pratiquement tous les jours, même si vous faites d'autres recherches qui dépassent ce cadre-là, il y a moins d'établissements d'enseignement technique qui sont créés au Cameroun que d'établissements d'enseignement général. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, M. Motebo va nous le confirmer tout à l'heure, il y a une régression du nombre d'établissements ou bien de filières techniques, industrielles, notamment dans les universités, alors que ça devait être l'inverse au moment où on parle de la professionnalisation. Est-ce qu'il n'y a pas, où se trouve, de votre point de vue, le problème? Oui, c'est pour ça qu'il fallait bien qu'on rentre dans l'historique, parce qu'en fait, je vous ai dit, au départ, l'école camerounaise est une école qui n'est pas inventée par les Camerounais, contrairement à l'école française, contrairement à l'école chinoise. L'école camerounaise n'est pas inventée par les Camerounais. C'est une école qui a été inventée par l'Allemagne d'abord, qui, pendant la période de la colonisation, a mis sur pied cette école. Ça, c'est l'histoire. L'histoire est têtue. Après donc la défaite de l'Allemagne à la Première Guerre mondiale, il se trouve donc que deux autres pays, deux autres grandes puissances ont pris possession du Cameroun. Et même si le Cameroun n'était pas une colonie française, tout le monde le sait que dans les faits, le Cameroun était traité comme une colonie française et anglaise tout naturellement. Et ça fait donc dire que, au départ, le système qui a été mis sur place dans le Cameroun français est tout simplement l'émanation de la volonté des Français. Et dans le système anglais, c'était l'émanation de la volonté anglaise. Britannique. Et on constate bien, lorsqu'on lit l'histoire, que lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont arrangés à détruire tout ce qui était allemand. On ne voulait rien entendre. Que ce soit les programmes, que ce soit les écoles, etc. Même la langue d'enseignement déjà. Parce que lorsqu'on parle d'un système éducatif, il y a des éléments fondamentaux, tels que la langue. Avant, on enseignait dans la langue allemande et un peu dans les langues locales. Lorsque les Français sont arrivés, ils ont dit il n'y a plus question de langue allemande, il n'est plus question de langue locale. Ça, c'est des choses proscrites à l'école. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est parti sur cette base, vous voyez donc que qu'est-ce qu'on voulait former comme type d'homme au Cameroun? Mais des gens qui devaient remplacer les colons une fois partis. Et c'est pour cela qu'au départ, il fallait former des gens qui devaient travailler soit dans l'administration,
là c'est l'enseignement général, soit des techniciens qui devaient être en fait des manœuvres dans les entreprises coloniales et néocoloniales après l'indépendance. Donc il faut bien se situer dans ce contexte. Donc il est donc normal qu'on forme à cette époque-là des gens qui vont peut-être dans des écoles d'administration, des gens qui vont dans le droit, Alors, etc. 50 ans après. Mais 50 ans après, vous savez très bien qu'au Cameroun en particulier et en Afrique en général, les dirigeants qui ont pris les choses en main n'ont pas eu le courage de pouvoir inverser la tendance. C'est pour ça que je suis content que le chef de l'État, après 1000 autres chercheurs, ait enfin reconnu qu'on s'est pendant longtemps trompé. Parce que moi j'ai lu ça dans 50 livres où les gens ont déjà démontré que la voie était mauvaise. Il y a un homme, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est René Dumont. J'ai lu dans L'Afrique noire est mal partie, je vous rappelle que c'est 1962. L'Afrique noire est mal partie, c'est 1962, où déjà il écrivait clairement noir sur blanc, en français facile, que former des gens dans l'enseignement général, former des fonctionnaires, former des sous-préfets en très grand nombre, par rapport aux maçons, par rapport aux charpentiers, que c'était une erreur grossière. Donc l'autre jour, lorsque j'ai su que le chef de l'État en parlait, mais pour moi c'était lu déjà dans le livre de René Dumont, c'était lu partout. Et lorsque vous revenez encore à l'Afrique étrangère, il revient à 1980. Je vais vous relancer. Il y a deux éléments dans votre analyse. Le premier élément, c'est l'aspect historique, pour démontrer que on a un système éducatif qui est resté calqué sur le modèle colonial. Et que le deuxième aspect, c'est au niveau de la qualité de la formation qui devait être inversée après le départ du colonial. Et que les gens n'ont pas eu le courage de pouvoir prendre leurs responsabilités, il faut le dire clairement. En passant, je dois vous rappeler des faits historiques. J'ai lu un livre, Félix-Marie Affa. Félix-Marie Affa a écrit un livre, L'Afrique noire face à sa laborieuse appropriation de l'université, les cas du Sénégal et du Cameroun. Et dans ce livre, en passant, je dois vous signaler que ce chercheur, en compagnie, il a fait ça en coédition avec un autre chercheur, il a été doyen de la faculté des sciences. Donc il sait de quoi il parle. Et il dit ici qu'il y a eu une première tentative de professionnalisation en 1974. Ça, c'est des faits, c'est l'histoire. Après le premier conseil de l'enseignement supérieur qui a eu lieu en 1974, il dit également dans ce livre qu'il y a eu une deuxième tentative de professionnalisation en 1982, après le deuxième conseil de l'enseignement supérieur. Et il dit clairement en 1982, la professionnalisation des enseignements facultaires recommandée par le conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique de 1974, déjà, fut reconnu malaisé et ensuite il démontre. C'est pour dire il annonce donc en fait, il annonce qu'après donc 1982, c'est donc en 1993, d'après lui et d'après beaucoup d'autres chercheurs, en 1993, il y a donc finalement la reprise en main de cette professionnalisation au niveau de l'université avec la grande réforme que nous connaissons tous qui a donc permis d'éclater l'université mère de Yaoundé en 6 universités qui plus après sont devenues 8 universités. Donc on se rend donc compte que depuis très longtemps, le gouvernement a toujours dans les discours et dans les tests marqué sa volonté de professionnalisation. Maintenant, il y a donc une contradiction entre le discours et la mise en œuvre de la dans cet éclatement où on voit plusieurs universités apparaître, est-ce que ça rejoint pas justement ce que disait M. Vito, à savoir que le président public refait le même constat pour dire finalement on croyait que le plus important c'était de créer, de permettre aux gens d'aller à l'école, mais on s'est trompé parce qu'il fallait les former. La question que moi je pose c'est où se trouve donc fondamentalement le problème? Mais le problème, vous avez commencé à répondre à un on n'est pas sorti du modèle colonial. Tout à fait. Et le deuxième élément, oui, mais le deuxième élément, c'est que lorsqu'on veut réformer un système éducatif, n'est-ce pas, on essaye de mettre les acteurs autour d'une table. Parce que dans le livre que j'ai cité tout à l'heure, comme dans d'autres livres que je vais lire, et en passant, je rappelle qu'il y a 2 professeurs qui ont produit un rapport en 2012, 2 professeurs de l'Université de Yaoundé, pour démontrer que la réforme et la professionnalisation, parce qu'en fait, il y a 2 concepts en 93, que la réforme et la décentralisation et la professionnalisation, que les 2 concepts n'ont pas réussi parce que l'État, ça c'est les 2 professeurs d'université, je pourrais vous donner le rapport après le débat, l'État n'a pas mis en œuvre une politique nationale d'infrastructure et une politique nationale de recrutement des enseignants. Ça, c'est les 2 chercheurs. Et parmi les 2 professeurs, si j'ai bonne mémoire, il y a l'actuel directeur de l'école normale, de l'école polytechnique. Donc, ce sont les 2 qui ont commis le rapport en 2012 lors d'un grand forum à Dakar. Et ils disent donc qu'il y a eu
en plus de cette volonté politique, en plus de la décentralisation, la volonté de professionnalisme, l'absence d'une politique nationale d'infrastructure et d'une politique nationale de recrutement des enseignants. Parce que vous savez qu'en fait, c'est les deux éléments clés pour qu'il y ait une vraie professionnalisation. Les infrastructures et les enseignants. C'est pour ça donc entre 1993 et 2013, on en est encore au tâtonnement finalement. Alors, professeur Kéré, vous voulez compléter? Oui, pour faire court, on sait que le problème de notre pays, c'est qu'il y a toujours ce fossé-là entre le discours et le texte. Si on revient, puisque tout à l'heure, dans une autre partie de l'émission, on évoquera ce qu'il faut faire, quand on parle même de professionnalisation, on voit donc cette volonté, ce souci de professionnaliser, remonte d'ailleurs à plus loin que les dates que nous avons évoquées tout à l'heure, parce qu'on peut toujours se tromper, mais c'est que, en fait, j'ai parlé de 2006, parce qu'effectivement, c'est à partir de 2006 que le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est chargé donc, vous voyez, d'implémenter la politique gouvernementale, prend les choses en main et enjoint aux universités, vous voyez, de créer des filières professionnelles. C'est à partir de 2006. Donc, mais si on fait le bilan depuis 2006, il y a eu, de mon point de vue, très peu de filières professionnelles qui ont été créées. Tout à l'heure, je semblais à penser que finalement, le master dont je suis le coordinateur pédagogique, que tout baigne dans l'huile, je ne peux pas le dire. Et si on voit d'ailleurs le nombre de filières où ne parlons que des masters professionnels, rien que dans la faculté, il n'y en a pas beaucoup, pas plus qu'il n'y en a pas beaucoup dans les autres facultés, par exemple de l'université de Yaoundé, ou dans les autres facultés ou dans les autres universités camerounaises. Ce qui fait que lorsque nous aborderons tout à l'heure ce qu'il faut faire, il ne suffit pas de créer, comme nous avons dit, parce qu'en termes, si vous voulez, de structure de formation, Dieu seul sait qu'il y en a au Cameroun. On peut même dire que certaines régions du pays sont surchargées d'établissements. Mais est-ce que ces établissements-là sont équipés? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que finalement ces structures-là sont dotées d'enseignants qualifiés? Tout le problème est là. Donc il y a toujours ce problème que dans notre pays, il y a un fossé entre les discours. Vous voyez, un profond fossé entre les discours et la réalité. C'est ce que je voulais relever, d'autant plus que les filières professionnelles ne sont pas légion dans nos universités. Blaise Roiffaut, pour peut-être un ou deux éléments pour compléter l'analyse qui est faite par les autres panélistes sur les problèmes, ce qui handicape fondamentalement la réalisation efficiente de cette professionnalisation. On a évoqué deux éléments déjà. Par exemple, les discours, on fait beaucoup de discours et puis on n'avance pas dans les actions. Et puis, deuxièmement, il y a les infrastructures sûres, mais pas suffisamment équipées. Et pas assez d'enseignants aussi qualifiés. Je suis tout à fait d'accord avec les autres que sur le plan pratique, on ne pose pas autant d'actes que l'on annonce théoriquement. Mais est-ce qu'on devrait penser que l'État devrait être la seule partie responsable de poser les actes? Moi, je voudrais regarder la chose autrement. Un programme professionnalisant, c'est un programme qui cadre très bien avec les exigences de l'emploi. Eh bien, sur le plan purement opérationnel, je me serais attendu à ce qu'il y ait des échanges permanents entre le milieu professionnel et les entreprises afin de constituer ensemble des programmes. Cela a été amorcé depuis quelque temps, je crois. On n'a pas l'impression, tout au moins pour nous qui dirigeons les établissements, des instituts professionnels supérieurs, quand on regarde les programmes qui nous sont mis à disposition, il reste quand même qu'il y a un écart entre les contenus et les besoins exprimés par les entreprises. Et sur ce plan, moi, je pense que l'absence des opérateurs économiques est une des raisons. Parce que pour former, on doit avoir un objectif. On doit savoir quelle est la personne que l'on veut avoir à l'issue de la formation. Eh bien, c'est l'entreprise qui emploie cette personne qui devrait nous dire exactement, je voudrais qu'elle ait cette compétence, qu'elle soit capable de faire ci, qu'elle soit capable de faire ça. Et je pense que cette absence d'orientation-là peut être une des raisons pour lesquelles ceux qui au quotidien définissent des programmes ne mettent pas les programmes comme il le faut. Une deuxième raison... Peut-être avant d'évoquer la deuxième raison, de ce point de vue, ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'il devait y avoir un échange permanent entre ceux qui conçoivent le programme scolaire et ceux qui reçoivent les produits issus de cette formation-là. On n'a pas le sentiment que c'est le cas. De façon plus schématique, peut-être que vous voulez dire que le programme de société ou bien le programme pédagogique ou scolaire doit être calqué sur le programme
de société. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État définisse les priorités, définisse les besoins, et que c'est sur la base de ces besoins-là que la formation est faite. Mais pour l'instant, c'est ce qui est fait. C'est pas suffisamment fait, parce que lorsqu'on regarde le modèle, que je lis un peu sur le modèle de professionnalisation suisse, eh bien, il existe une relation solide et forte entre l'équivalent du ministère de l'Éducation et le ministère de l'Industrie, de façon à ce que les programmes qui sont délivrés dans les établissements de formation cadrent rigoureusement avec des attentes. Deux fois, il y a un secteur qui est en développement. On sait que dans 5 ans, on aura besoin des miniers. Mais 3 ans plus tôt, personne ne se pose la question de d'où viendront ces miniers qui vont travailler dans ces entreprises minières. Aujourd'hui, un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la qualité. On a créé la Nord. On parle des accords de partenariat économique où nos entreprises, pour être compétitives, devraient avoir de solides ressources humaines, devraient installer des systèmes de qualité. Mais pour l'instant, on ne sent pas le mot qualité dans les programmes de formation dans nos universités. Donc dans 5 ans, quand on aura été mis complètement hors jeu, qu'on va se réveiller et dire mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'il n'est pas temps d'imposer la qualité dans toutes les formations? Et je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Alors, vous avez évoqué, vous disiez tout à l'heure qu'il y a une deuxième raison. Eh bien, c'était au niveau des formateurs eux-mêmes. On ne peut pas prétendre former des gens qui vont être prêts pour l'emploi quand on n'a pas une idée soi-même de l'emploi. Moi, je pense qu'il est important de faire que les formateurs eux-mêmes aient une bonne compréhension, une bonne connaissance du monde de l'emploi. Or, je mets au défi de nous montrer celle des entreprises qui ouvrent leurs portes aux enseignants pour venir faire des stages eux-mêmes ou même pour accompagner ou faire même des travaux qui profiteraient même à ces entreprises et qui auraient pour conséquence de permettre un contact permanent entre les enseignants et le milieu professionnel, ce qui leur permet de mieux s'outiller pour pouvoir transformer effectivement ces jeunes-là qui vont être mis sur le marché de l'emploi. Peut-être avant, Emmanuel, Christian Blaise, c'est vous. Oui. On a semblé indiquer tout à l'heure que sur le plan infrastructurel, en réalité, tout meilleur. Mais sauf que, avec les chiffres que vous devez avoir, en tout cas qui sont assez connus, il semble qu'on crée les écoles, mais on ne crée pas les écoles dans le sens où elles devaient être créées, pour faire allusion justement à, par exemple, aux formations professionnalisantes. Effectivement. L'enseignement technique, par exemple, au Cameroun. Effectivement, Duval. C'est-à-dire qu'à la suite du professeur Kenya Fodop et de M. Ngouabé, je voulais dire que le gouvernement n'est pas toujours resté rien que dans le discours. En réalité, c'est qu'il y a eu difficulté de mise ensemble des contraintes structurelles, conjoncturelles, nationales, avec les obligations internationales du Cameroun. Permettez-moi un peu de vous rappeler qu'on a parlé de 1974, on a parlé de 1982, où les conseils de l'enseignement supérieur se sont tenus. Mais au-delà, il y a eu des tentatives pour aller vers une orientation du système éducatif camerounais. En 1995, il y a eu les États généraux de l'éducation qui ont essayé de baliser le chemin pour voir les résultats sont restés dans les tiroirs. Quelle était l'orientation du système éducatif au sorti de la crise économique avec la dévaluation du franc CFA en 1994. Il y a eu 1998, la loi de l'orientation de l'éducation. Qui également reste dans les tiroirs. Nous sommes en 1998 aux portes de l'an 2000. Or, la loi de l'orientation de 1998 donnait deux orientations au système éducatif. Premièrement, il fallait former des individus enracinés culturellement, mais qui devaient être ouverts au monde. Et en plus de cela, l'UNESCO a dit, moi je dis aussi, donner l'éducation en grand nombre à tout le monde, mais aussi la qualité de l'éducation. Donc le passage aux années 2000 prévoyait non seulement la quantité de l'éducation, mais aussi la qualité de l'éducation. Donc, le Cameroun ayant donc ratifié les conventions internationales, on est passé donc à l'éducation pour tous. Il y a eu en 1993 la réforme de l'université qui a libéralisé l'enseignement supérieur. Et, nous n'oublions pas, il y a eu surtout 2005, les premiers états généraux de l'emploi et de la formation professionnelle, où tous les acteurs du système éducatif camerounais étaient présents. Enseignement supérieur, éducation de base, enseignement secondaire, pour réfléchir ce qu'on pouvait faire pour donner au Cameroun une nouvelle orientation. Et c'est pour cela qu'en 2006, on parle donc de la professionnalisation des enseignements dans les universités. Maintenant, est-ce que
cette orientation avait été faite par rapport à une vision politique. Or, en 2006, le Cameroun sait déjà vers quelle voie il va s'engager sur la voie du développement. Le DSE qui est élaboré, mis en œuvre à partir de 2009, ne commence pas à être élaboré en 2009. Donc, il y a eu difficulté de mise ensemble de la vision, de la nouvelle vision économique du Cameroun vers l'émergence avec le système éducatif. Ailleurs, c'est l'économie qui commande le type d'homme que le système éducatif doit produire. Et la réalité sur le terrain nous démontre en cela. Entre 2013 et 2014, rien que dans la région du littoral, on dénombrait 259 établissements d'enseignement général pour seulement 47 établissements d'enseignement technique. C'est une réalité qui ne peut pas être acceptée dans une politique où on veut professionnaliser. Et encore plus grave, il y a eu un taux de régression de 46,73% des effectifs des étudiants dans les filières professionnalisantes et scientifiques à l'université. Ce chiffre est passé de 16 873 à 7 886. C'est-à-dire que le nombre d'étudiants dans les universités, dans les filières scientifiques a diminué. Et technologiques a diminué. Où vont ces étudiants? Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Absolument. Oui, je voudrais apporter quelques petites précisions là. Nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas de réflexion. Au contraire, il est même démontré qu'en Afrique, le Cameroun est l'un des meilleurs pays, où on réfléchit, l'un des premiers en termes de réflexion, en termes de séminaires, en termes de forums, en termes de tests. Vous on a des tests de qualité. Non, c'est pas pour ironiser parce que il nous souvient, si j'ai la bonne mémoire, que même le président de la République, dans un de ses discours, a fustigé des procédures, qu'il y avait trop de procédures. Les séminaires. Il a même dit, je crois en décembre dernier, le 31, qu'il fallait alléger, simplifier les procédures administratives. Vous voyez donc que c'est cette bureaucratie. Voilà le problème des problèmes du Cameroun. Parce que tout à l'heure, on a parlé, on a un des panélistes qui a dit qu'il a l'impression que le secteur privé n'était pas trop associé. Mais ce n'est pas une impression. Au Bénin, par exemple, le Bénin a une petite avance en termes de professionnalisation au secondaire. Là, je parle de l'enseignement secondaire. Le Bénin a une professionnalisation. Mais au Bénin, les hommes des entreprises, les hommes du secteur de l'emploi, c'est-à-dire les hommes du monde professionnel, se sont assis avec les enseignants, les universitaires, et ensemble, ils ont conçu la professionnalisation en fonction du type d'homme qu'on veut former. Parce que la question fondamentale qu'on ne se pose pas assez et qu'on doit finalement se poser, c'est quel est le type de société qu'on veut bâtir au Cameroun et quel est le type d'homme dont on a besoin, qu'on doit former pour cette société. Et maintenant, les autres questions viennent. Quels sont les curricula? Quels sont les curricula qui doivent permettre d'atteindre un tel projet? Je vous dis que jusqu'à présent au Cameroun, en dehors de quelques gens qui se sont assis dans les bureaux de Yaoundé pour poser ce genre de questions, les gens ne trouvent pas un consensus là-dessus. Donc, au Bénin, par exemple, les gens sont mis ensemble. Mais au Cameroun, pour la professionnalisation du secondaire, là je parle du secondaire, entre 2007 et 2012, les gens ont travaillé à Yaoundé. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'inspecteurs qui n'ont jamais été associés à ce travaux. Il y a des grands professeurs. J'ai à côté de moi un grand professeur d'université. Dieu seul sait s'il a été associé. Aussi même les professeurs de l'école normale ont été associés. Pourtant, les gens sont allés au Canada se balader. Les gens sont allés au Maroc pour pointer un peu de mission. Les gens sont allés en Chine, etc. Mais au Cameroun, est-ce que 50 ans après l'indépendance, on doit encore aller au Canada, on doit aller en Chine, on doit aller au Maroc, alors que sur place, on a des gens qui sont au Canada, on a des intellectuels camerounais qui ont fait des études. Si vous allez à l'école normale, le chef de département, le professeur Pierre Fonquois, pour ne pas le nommer, mais c'est quelqu'un qui est l'un des meilleurs experts actuellement en sciences de l'éducation en Afrique centrale. Mais pourquoi est-ce qu'on va au Canada? Parce qu'il y a un problème d'argent, il y a un problème de corruption, il y a un problème de détournement de fonds. Donc vous voyez donc que finalement on arrive à la conclusion que c'est ça le vrai au-delà de tout donc il faut sortir les réformes des bureaux administratifs et mettre la réforme, c'est-à-dire que les intellectuels, les experts soient associés à la réforme, que les fonctionnaires des ministères, ministère des enseignements secondaires, ministère de l'enseignement supérieur, ne confisquent pas la réforme. C'est l'un des problèmes que pose René Dumont. Donc il dit qu'en Afrique, en général, le développement, que ce soit sur le plan santé, que ce soit sur le plan éducatif, est confisqué par une minorité, ce qu'on appelle la bureaucratie administrative. Et à la fin, lorsqu'ils ont pondu les programmes, on demande au secteur de l'emploi, au monde professionnel, venez participer à la mise en œuvre. Mais ils ne peuvent pas participer. Lorsque vous avez fini de concevoir un programme à Yaoundé, comment allez-vous demander à un enseignant d'un conjoint ou bien de machin? Il n'était même pas associé, il ne sait pas de quoi on parle. Donc il faut à un moment donné associer
un grand nombre de compétences à la réflexion. Il faut permettre que les gens s'approprient les réformes qui sont mises en œuvre, et il faut à un moment donné faciliter le processus de décentralisation, parce que les pays que vous allez citer, on va vous citer le Canada, on va vous citer, mais dans ces pays-là, l'université est décentralisée. Notre université, est-ce que c'est Yaoundé qui doit nommer un chef de département? Vous trouvé ça normal? Un chef de département nommé? Non, le chef de département doit être élu par ses pairs. Okay. Et là, ça fait donc qu'il va prendre ses responsabilités. Mais lorsque vous avez des gens nommés par décret depuis Yaoundé, vous allez arriver à des situations tels que des recteurs qui commettent des fautes de gestion, donc, parce qu'ils savent, bien entendu, il y a un problème de la gouvernance, une centralisation qui n'est pas de nature à permettre une fluidité dans la mise en mouvement des actions ou bien des mesures qui sont envisagées dans les différentes réflexions qui sont menées. Pour ça qu'il faut... Et si vous permettez, je chute, c'est pour ça que, par exemple, au niveau de la loi d'orientation, la très belle loi d'orientation de 98, il y a des aspects fondamentaux. Par exemple, le fait que le sous-cycle, le sous-système francophone devrait être à 5 ans pour qu'il soit en harmonie avec le sous-système anglophone. C'est une des dispositions de la loi d'orientation. Si cette loi est mauvaise, on n'a qu'à l'annuler. C'est une loi qui est signée par le président de la République. Ou bien on la met en application, ou bien on actualise et on enlève cet élément pour qu'il n'y ait pas une contradiction entre les pratiques du terrain et les lois et les tests pris par nous-mêmes. Voilà le problème. Oui, pour aller dans la voie qu'il a peut-être tracée, je dirais, parlant de notre propre expérience, c'est que après que l'université ait conçu le programme de formation du master professionnel en urbanisme, aménagement et développement urbain, j'ai convaincu ma hiérarchie pour qu'elle invite à ce que j'ai appelé un atelier d'enrichissement de nos programmes, tous les partenaires de ce master-là. Partenaires professionnels, partenaires académiques, parce qu'il faut bien dire que même si le master est logé à l'université de Yaoundé 1, notamment au département de géographie, le programme est couru par un certain nombre d'enseignants d'autres structures, comme Polytechnique, comme l'École nationale supérieure des travaux publics, sans compter un certain nombre d'intervenants, d'enseignants qui nous viennent des universités de Paris 8, de Poitiers ou de Bordeaux. Donc c'est une formation qui est un peu internationale. J'ai réussi, c'est peut-être un exemple, peut-être, comme on dit, une petite graine, mais une graine qui peut germer et puis être riche d'avenir. J'ai essayé et mon doyen a accepté et nous avons donc convoqué tous ces partenaires-là, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, les communautés urbaines de Douala, des Bolova, de Bafoussam, des mairies d'arrondissement, et puis aussi des ministères, puisque le master porte sur la ville. Qui dit ville dit activité, dit sécurité, le ministère de la Défense. Même si tous les partenaires professionnels ne sont pas venus, il y a un certain nombre de partenaires professionnels qui ont participé à l'élaboration du programme que nous exécutons. Et je ne veux d'ailleurs pas manquer de souligner que de toute façon l'université a signé un certain nombre de conventions avec un certain nombre de structures professionnelles comme le FEICOM, comme le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, et l'université est en train de développer aussi des conventions avec un certain nombre de structures qui mettent la main à la pâte, comme on dit au quotidien, notamment les communautés urbaines de Douala, de Yaoundé, des Bolova et de Maroua dans le nord du pays. Professeur, est-ce que ce sont des initiatives personnelles? Est-ce que ce sont des initiatives qui partent de l'université? Est-ce que cela ne devrait pas être un mouvement général, encadré soit peut-être par une loi, soit par un texte national, qui amène à une activité, si vous voulez, un mouvement qui soit beaucoup plus général que... L'idéal serait là. Mais en attendant, finalement, quand on vous confie la responsabilité, je vous ai dit, l'initiative, je ne fais pas une publicité. De toute façon, ce master, on nous l'a donné, je ne fais pas la publicité. Lorsque j'ai parlé, par exemple, répondu à une interview du magazine Africa 24 Magazine, de toute façon, ils sont venus vers moi. Ma hiérarchie m'a donné le feu vert en disant il faut y aller. Nous sommes un peu dans ce domaine-là. On essaye de jouer à peu près le rôle de pionnier. Mais en attendant, vous aurez pu ne pas avoir ce feu vert. Hein. Oui, on aurait pu ne pas avoir ce feu vert. Mais je dis, c'est comme en matière de décentralisation.
quand dans ce domaine-là, on vous accorde un certain nombre de libertés d'action, vous agissez, surtout si vous êtes convaincu que vous allez dans le bon sens, parce qu'on est dans un système où il y a ce respect finalement de la hiérarchie. Et je vais vous confier un jour, nous sommes en train de surveiller les examens dans l'amphithéâtre. Et c'était encore un samedi qui n'est pas un jour ouvrable. Et puis, des étudiants de plusieurs filières, vous voyez, se massaient, se ruaient finalement dans cet amphithéâtre-là. Bon, à l'époque, j'avais en charge le département de géographie, donc j'étais venu dans la salle pour distribuer les épreuves. Et puis, il y avait de l'autre côté un collègue du département, si vous voulez, de lettres modernes anglaises, dont les étudiants affluaient dans la salle. Je leur ai dit, bloquez les portes pour que les étudiants n'étouffent pas. Alors le collègue s'est mis à dire, non, il faut qu'on appelle le doyen, alors que le doyen, je ne sais pas, il était en week-end quelque part. Je dis, mais vous n'avez pas besoin, le doyen n'a pas une recette miracle pour pouvoir opérer. J'ai donc pris les choses en main, et c'est comme ça que nous avons évité que les étudiants n'étouffent. Donc on est dans un système, il faut prendre l'initiative lorsqu'on sait, bien sûr, dans le respect. Et puis, quand cela s'impose, et encore, on pourrait encore multiplier un autre exemple. Un jour, je vais encore demander à un collègue qui venait d'être nommé responsable de la cellule informatique, qui ne connaissait pas grand-chose au maniement. Alors, il essayait de mettre un code, il n'arrivait pas, et puis à un moment, on l'a appelé, il a laissé ce qu'il allait à faire pour aller répondre à un service dans son bureau d'à côté, et à un moment, c'est la dame, vous voyez, dont le responsable était le chef, qui a appuyé cette histoire-là, et puis les autres se sont émus. Ils ont dit, mais de toute façon, le collègue n'est pas un informaticien. Vous voyez, donc cette dame-là qui a réussi à me donner le fichier, hein, le texte que je voulais. Donc il faut pouvoir prendre des initiatives lorsqu'on sait, d'autant plus que de toute façon, c'est pas une révolution. Vous ne voulez pas prendre la place du chef. Donc voilà une initiative personnelle qui peut peut-être faire tâche de lui. Mais ça reste quand même assez, je veux dire quoi... Limité, bien entendu, mais... moi, tout en tirant un coup de chapeau au professeur Kenyé pour la réussite de son programme, hein, parce que c'est quand même la première fois que l'on voit un programme qui annonce 100% de ses diplômés placés. Même si on remarque ici qu'ils sont placés pour la plupart dans des organisations très proches, hein, communales. Bon, j'aurais voulu que tous ces diplômés-là soient placés dans... Oui, nous n'avons pas parlé de ceux qui nous viennent quand même de l'étranger, parce que comme j'ai dit, que ce sont des gens qui viennent de différents pays, quoi. Le marché privé, où les critères de recrutement sont un peu plus solides. Ouais. Mais tout en reconnaissant quand même le bon boulot qui est fait du côté du professeur, je voudrais quand même dire que pour les autres, c'est quand même assez difficile de trouver des programmes qui réussissent à caser leurs étudiants de cette façon-là. Mais il faudrait, pour rester sur les causes, je pense qu'on est encore sur les causes, dire qu'on a l'impression que seuls quelques maillons de la chaîne sont défaillants. Moi, je voudrais... on regarde sur tous les autres maillons de la chaîne, est-ce que les uns et les autres ont donné toute leur contribution afin que les produits sortis de nos universités correspondent exactement à ce que... aux exigences du marché de l'emploi. C'est le nœud de la situation. Donc je regarde l'entité étudiant eux-mêmes pour dire que sur ce côté-là, il y a quelque chose à faire aussi. On peut avoir le meilleur programme, les meilleures infrastructures, si on n'a pas les bons étudiants dans les conditions pour suivre, acquérir et développer les compétences qu'on veut qu'ils développent, eh bien, à la fin, on n'aura toujours pas des gars capables de rentrer dans les entreprises comme on le souhaite. Donc, sur ce plan, je pense qu'il y a un effort à fournir au niveau aussi de ces personnes-là qui sont dans nos systèmes. Et ça rejoint effectivement la notion de qualité de façon globale, parce que quand on parle de professionnalisation, plus précisément de l'enseignement supérieur, on voit là un système, la mise en place d'un système d'une approche de qualité dans la formation, c'est-à-dire qu'une formation qui a pour objectif de satisfaire les attentes de ceux qui demandent des produits formés. Et ça, on ne peut pas le réussir si les matières premières, si les personnes qui entrent... Parce que vous avez parlé des réformes, il y a une expression qui est courante depuis pas mal de temps, c'est le système LMD, licence, master, doctorat. Et vous avez évoqué ça dans les différentes contributions tout à l'heure, même si ça ne paraissait pas de façon assez claire. Aujourd'hui, avec le recul, le temps qu'on a pris, est-ce que c'était un bon schéma? Ou bien, si c'est un bon schéma, est-ce que dans l'implémentation, c'était exactement
ce qu'il fallait faire, parce que ce n'est pas une invention camerounaise. Non, ce n'est pas une invention camerounaise. Moi, je pense que c'est un bon chemin. Maintenant, comme toute bonne pratique, ça demande à être un tout petit peu adapté. Vous savez, une bonne pratique, quand on l'adopte, on l'adapte à son environnement. Et je pense que dans notre cas, l'adaptation se fait progressivement. On n'obtient pas encore le résultat que ceux qui ont adopté ce système dans les pays ailleurs ont obtenu, mais ça avance assez progressivement. Mais je reste convaincu que en mettant en place des recommandations du LMD, en adoptant complètement cette approche de formation LMD, on va arriver à réduire le gap qu'il y a entre les produits sortis de nos universités et le monde de l'emploi. On est, Christian Ossebo, dans les solutions, les suggestions qu'il faut peut-être proposer, je ne sais pas, peut-être au pouvoir public qui sont chargés peut-être de l'élaboration des programmes, qui sont chargés de la création des infrastructures, qui sont chargés de la délivrance des autorisations d'ouverture, de création d'établissements scolaires. Il faut peut-être s'adresser aussi aux parents, il s'adressait tout à l'heure aux enseignants. Il faut peut-être faire des suggestions dans le sens, effectivement, de répondre à ces préoccupations-là, de balayer ces obstacles que nous avons évoqués tout à l'heure, de manière à mettre en place dès demain, quand je dis demain, c'est de façon prosaïque, un système qui permet effectivement de produire ce dont on a besoin pour la construction de notre pays. Oui, c'est vrai qu'on fait un grand bond en avant, ça fait qu'on est déjà dans les solutions. Parce que j'avais un élément sur lequel je voulais revenir à la suite des interventions de M. Conquet pour dire que le type d'homme dont le Cameroun a besoin est connu. Quand vous lisez le DSCE, il y a 6 points fondamentaux qui ont défini à chaque niveau d'enseignement la qualité, c'est-à-dire que la lettre commande que ces niveaux d'enseignement doivent avoir. Maintenant, le professeur Kenye Fodop a parlé de la prise en main, la prise des responsabilités. Le sens de l'initiative. Le sens de l'initiative. Le chef de l'État a défini la politique de la formation. Il a dit, on va vers l'émergence. Il a dit, voilà, à chaque niveau d'enseignement, voici ce qu'on attend. Il y a la formation professionnelle qui doit donner les compétences exigées par le milieu professionnel. Maintenant, est-ce que ceux qui sont chargés d'implémenter la vision du politique ont pris réellement leur responsabilité? Parce que le système éducatif camerounais, quand vous le regardez, il est extensible. Vous ne pouvez pas savoir où commence le système éducatif camerounais, où est-ce qu'il s'arrête. Pratiquement tout le monde fait dans l'éducation, même au niveau institutionnel. Tous les ministères pratiquement font dans l'éducation. On se perd dans cette marée vraiment. Et le système éducatif camerounais, qui devait normalement être structuré en fonction de l'emploi, parce que n'oublions pas, à la fin, il n'y a qu'un seul emploi. Il y a un seul emploi. Et celui qui doit occuper cet emploi, c'est celui qui a les compétences exigées. Or, il y a 3 types d'individus dans la structuration de l'emploi. Il y a l'ouvrier, il y a l'agent de maîtrise, il y a le cadre. Le système éducatif camerounais doit s'arranger à former ces 3 types d'individus, chacun à son niveau. Nous, au niveau de l'emploi et la formation professionnelle, M. Conquet a parlé de l'approche par compétence. Effectivement, nous avons associé le patronat pour mettre des programmes élaborés selon l'approche par compétence. Ce ne sont pas les fonctionnaires du ministère de l'Emploi qui se sont assis. Nous avons invité les professionnels, nous leur avons demandé, dites-nous aujourd'hui, par exemple, pour la secrétaire de direction, quel est le meilleur profil de la secrétaire de direction? Ils nous ont dit, la secrétaire de direction aujourd'hui, comparativement à celle d'hier, doit être capable de. Et nous avons décliné cela en compétences. Parce que celui qui est en entreprise n'a pas l'ingénierie de la formation professionnelle. Il connaît les tâches, mais il n'a pas les capacités techniques pour pouvoir élaborer un référentiel de formation. Donc, il reste toujours que les fonctionnaires du ministère de l'Emploi, qui, eux, ont l'ingénierie de la formation, ont élaboré ce problème. L'une des difficultés du Cameroun, je vais vous prendre un exemple. Moi, je viens de Corée du Sud. En Corée du Sud, c'est la Chambre de commerce et d'industrie qui est responsable de la formation professionnelle. L'État a concédé toute la formation professionnelle à la Chambre de commerce, où toutes les entreprises y sont inscrites. Ça fait que les entreprises participent à l'élaboration des programmes. Ce sont les entreprises qui équipent les centres de formation professionnelle. Ce sont, à ce moment, les problèmes de stage ne se posent pas parce que toutes les entreprises sont affiliées
à la chambre de commerce, et la mastodonte de la chambre de commerce, c'est l'entreprise de Samsung. Mais au Cameroun, nous avons un problème. Lorsque le ministère de l'Emploi a commencé à faire le partenariat avec le JICAM, mais il y a plusieurs patronats qui sont sortis derrière. On a le MECAM, on a l'ECAM, on a le CECAM, on a le ECAM. On ne peut pas construire un pays avec un patronat divisé. Pour qu'on en arrive à mettre le patronat unifié avec les institutions pour pouvoir élaborer la vision économique, il faudra d'abord que le patronat camerounais, qui a les entreprises, pour qui le système éducatif est supposé produire la main-d'œuvre, tant que ce patronat sera divisé, les problèmes d'adéquation, formation vont se poser. Mais on a une chambre comment on appelle ça, une chambre de commerce unique. Oui, on a une chambre de commerce unique, mais on a plusieurs patronats. Ça pose problème. C'est des sons discordants qui posent problème. On est dans les suggestions. Parce nous faisons des suggestions, mais il y a des étudiants qui nous suivent, il y a des étudiants de l'école normale, des étudiants de l'université. Faisons très attention. L'école inventée par les Montaigne, Rousseau, Kant et les autres, Jules Ferry en France et les autres, n'est pas là pour former des gens qui travaillent. C'est pas ça. L'école a pour mission de former des citoyens libres, responsables, qui participent, qui s'intègrent dans la société et qui participent au développement de la nation. C'est pour cela que lorsque vous lisez l'histoire de l'école en Europe, au départ, c'était l'instruction. Parce que j'ai peur que dans 20, 30 ans, qu'on ait des maçons, qu'on ait des charpentiers, qu'on ait des ingénieurs, mais qu'on n'ait pas de citoyens. Et qu'on soit obligé de recommencer. Donc l'école n'est pas là pour former des gens qui travaillent. C'est pas ça la mission de l'école. L'école est là pour former des citoyens responsables qui aiment leur pays et qui sont prêts à se sacrifier pour la pays. Il faut qu'on se comprenne. Faisons attention. Il faut qu'on se comprenne bien. Non, c'est fondamental. Je vais vous lancer pour qu'on se comprenne très bien. Parce que c'est très important. Dans ce cas, le débat est faussé alors. Non, il faut qu'on se comprenne très bien. Parce que Emmanuel Kounké, si vous le dites sous cet angle-là, de cette façon, ça veut dire que, de votre point de vue, là encore... Première mission. Ça veut dire que là encore, dans le discours du chef d'État, dans son récent discours, c'est encore trompé. Parce que le sentiment je vous ai dit ceci, je vous ai dit que le chef de l'État n'est pas pédagogue. Que ce soit clair. Le chef de l'État est un homme politique qui donne des orientations. Et il revient aux enseignants, il revient aux pédagogues, il revient aux sociologues, il revient aux chercheurs en sciences de l'éducation. De façon pratique, vous voulez dire qu'on doit faire quoi? On peut avoir des ingénieurs. On peut avoir déjà, le Cameroun a eu des gens qui travaillent dans les cadres de l'administration. Partout, on a eu des directeurs et des ministres. Mais pourquoi est-ce que ces gens ont un déficit de patriotisme? Parce que justement, il y a un problème de fond de l'école camerounaise. C'est que on est en train de passer du système de transmission de savoir livresque à un système de professionnalisation. Alors qu'il y a une étape intermédiaire qui est l'éducation. Donc, il y a d'abord l'instruction. Ensuite, l'éducation, ça c'est le processus. Oui, mais l'ingénieur peut être citoyen, ça, que cela nous pose. Je dis donc, une fois qu'on est revenu sur les éléments fondamentaux de l'école, où on forme des citoyens libres, capables de créer, d'inventer et d'innover, des gens qui sont responsables. Et c'est pour cela que, par exemple, en France, lorsqu'on ouvre Polytechnique, en 1794, après la Révolution française, il y a 3 conditions pour entrer à Polytechnique. Avoir des connaissances approfondies en mathématiques, 2, avoir une parfaite maîtrise de la culture française. Et troisièmement, avoir un certificat de bonne moralité. Vous allez continuer. Permettez à Blaise Wafo de réagir. S'il vous plaît, Emmanuel, permettez à Blaise Wafo de réagir. Je suis avec beaucoup d'attention ce qu'Emmanuel a dit, sauf que je trouve qu'il est allé un peu plus loin. Moi, je voudrais revenir sur des points important qu'il a évoqué, la notion de citoyenneté et de patriotisme. Mais ce qu'on en a fait par ailleurs, à l'exemple à l'IME, que je dirige, c'est que vous allez prendre la parole. La formation devrait viser à développer 3 principales choses, à transmettre 3 choses aux étudiants, c'est-à-dire le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Moi, j'ai eu l'impression qu'Emmanuel insiste là uniquement sur le savoir-être. Et je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel que si on bourre nos cerveaux, si on donne aux gars tout le savoir qu'on peut, qu'on développe en lui toutes les compétences et qu'il lui manque ce savoir-être-là, ce behavior, c'est évident qu'il ne pourra pas remplir la mission. Absolument. Donc, je voulais juste apporter une correction et préciser que l'école est là pour former les personnes correspondant aux attentes de la société de manière générale. Donc, on a encore besoin des préfets, on en a toujours besoin. Absolument. On a besoin des médecins, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des comptables. Il faut tout simplement à ces besoins-là qu'il y ait des universités, des écoles ou des institutions spécialisées, outillées
ayant des outils pédagogiques, ayant des programmes permettant de délivrer ces compétences-là. D'accord. Vous reprenez la parole. Je suis en train de dire que ce que j'ai dit dans tous les livres de pédagogie et tout le reste, c'est ça. C'est-à-dire que l'école a pour première mission de former des citoyens. C'est pour ça qu'on parle de l'école républicaine dont le garant est l'État. Mais vous parlez de quelle école? L'école universelle, ça existe? Non, je dis l'école. L'école, dans chaque pays, est le garant de la formation, c'est l'État. Et l'État a un type de citoyen qu'il veut produire. Oui. Parce que regardez, lorsque vous êtes maçon, lorsque vous êtes ingénieur, lorsque vous êtes médecin, lorsque vous êtes charpentier, si vous ne payez pas vos impôts, si vous versez des ordures sur la voie publique, vous constituez plutôt un danger pour la société. Bien qu'ayant été formé. Bien qu'ayant été formé. C'est pour ça donc au Cameroun, on a eu des ministres qui sont des voleurs. C'est pas moi qui les mets en prison. On a eu des DG qui se retrouvent en prison. Parce que au niveau des éléments fondamentaux de l'école, on n'a pas insisté sur l'enracinement culturel. Ça, je crois que là, maintenant, vous avez très bien compris. Ça veut dire que de votre point de vue, au-delà de cette base formation, oui, il faut qu'il maintenant, soit une fois qu'on a citoyen, donné cette base, oui, on va maintenant, je suis d'accord, multiplier le nombre d'établissements techniques et professionnels. Ce qui n'est pas encore le cas au Cameroun, parce que vous avez pratiquement 70% d'enseignement général au secondaire, 70% d'établissements d'enseignement général, contre, je suis même très gentil, 75% d'établissements d'enseignement général au Cameroun, contre 25% d'enseignement technique. Alors, il faudra donc inverser la tendance. Inverser la tendance en amenant peut-être à 40% au minimum d'établissements d'enseignement technique, peut-être 20% d'enseignement professionnel et le reste peut-être enseignement général. Inverser la tendance de façon parce que comme tout à l'heure le professeur a dit, il y a déjà des zones qui sont même plutôt en surcharge en termes d'établissement. C'est-à-dire que vous avez des endroits où vous avez 3, 4, 5 lycées, alors qu'on aurait pu avoir un seul lycée pour déjà avoir une bonne, c'est-à-dire pour avoir une bonne vision en termes d'infrastructure, parce que vous savez, quand vous multipliez le nombre de lycées, ça fait beaucoup plus d'enseignants et ça fait aussi beaucoup d'infrastructures qu'il faut mettre dans des endroits différents. Sur l'aspect que vous avez, sur cet aspect-là, vous dites qu'il faut inverser la tendance. Donc on est au niveau de la proposition. Oui, créer plus d'établissements d'enseignement technique, par exemple. Pour attraper le retard. Oui, je suis d'accord. Ça se passe comment? Il faut jouer sur les masses populaires, sur les parents, où ça doit passer par un cadre institutionnel, je veux dire un cadre réglementaire précis. C'est quoi de façon précise là? Bon, disons qu'il faut un déjà... texte, un décret, non, je pense que dès la prochaine rentrée, je pense qu'on doit aller dans l'optique du président de la République, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que au lieu de créer des CS et des lycées, il y en a déjà assez, qui déjà fonctionnent mal, qu'on passe directement à la création des CETIC, qu'on passe à la création des lycées techniques et même des lycées professionnels. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par équiper les CETIC et les lycées qui existent? Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il faut déjà stopper la création des CS et des lycées pour viabiliser, pour permettre à ces établissements qui existent de pouvoir mieux fonctionner. Et ensuite, s'il y a des établissements nouveaux à créer, je suis pour qu'on puisse désormais créer des CETIC, des lycées techniques et des lycées professionnels. Parce que c'est pas la même chose. Le professeur qui est d'abord... oui, merci Duval, parce que dans un débat dont le thème est quelle école pour quel développement, on ne peut pas finalement faire abstraction. On parle de formation. Il y a ceux qui sont là, les apprenants, et ne pas évoquer surtout, dans le cas de notre pays, le statut finalement de l'enseignant. Parce que je ne sais pas combien de temps il nous reste, je ne veux pas donner l'impression de guider le débat, parce que vraiment ce serait un grand tort que de ne pas parler, parce que dans ce système éducatif, donc il y a dans les suggestions, il faut prendre en compte bien l'enseignant. sûr, oui, ce que je dis, redorer le blason, le terme n'est pas surfait, le blason de l'enseignant, parce qu'on sait bien que l'image de l'enseignant a été écornée, si vous voulez, pendant longtemps, et on a même d'ailleurs parlé de clochardisation des enseignants de tous les niveaux, de l'école maternelle jusqu'au supérieur. Et Dieu seul sait, quand on voit qu'en 93, on a baissé les salaires au Cameroun dans les proportions que l'on sait, on aurait bien pu finalement, s'il y avait une certaine urgence à baisser les salaires, mais j'espère que je ne vais pas m'attirer les foudres des autres corps des fonctionnaires, mais pas celui finalement des enseignants, surtout dans les proportions que l'on sait. Non seulement redonner ce baron-là, parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas, si vous voulez, de carrière, il y a le statut de carrière des enseignants, on ne sait pas comment on avance toujours les enseignants, donc je pense que même si au niveau ministériel, différents ministères, on a pris conscience de cela, on ne va pas très vite.
Hein, je suis de ceux qui pensent que la vie n'attend pas et qu'il vaut mieux aller très vite dans ces réformes-là. Voyez, bien revoir le statut de l'enseignant, revoir la valorisation de ces enseignants-là. Dieu seul sait que pendant un certain nombre d'années, on a, comment dirais-je, mis un bémol sur les formations dans les CAPI, dans les ENIET, etc. On parlait de régression des écoles, et je pense que pendant un certain nombre d'années, il y a eu cette régression des écoles normales, même si maintenant, oui, même si on peut reconnaître qu'il y a eu au moins au niveau du supérieur un certain nombre d'écoles normales qui ont été créées, à l'école normale supérieure de Maroua, plus celui de Yaoundé, donc il vaut mieux redorer à peu près les statuts des enseignants pour que ceux-ci ne consacrent pas le plus clair de leur temps d'activité, si vous voulez, à mener d'autres activités, surtout dans l'informel, ou pour que ceux-ci n'aient pas à faire le tour des ministères à Yaoundé ou à faire le tour de la présidence bref, de la République. le temps de se consacrer à l'activité pour laquelle pour chercher des nominations qui pourraient finalement leur donner une plus-value dans leur carrière. Blaise, c'est beau. Oui, je voudrais... Blaise Waf d'abord. Oui, juste 2 points. Il ne reste plus beaucoup de temps apparemment. Donc, pour revenir sur la question des enseignants, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Kenyé qu'il faut faire quelque chose. Mais je regarde, en plus de ce qu'il dit dans un autre sens, je pense qu'il faut véritablement que les enseignants, qu'on leur donne des outils nécessaires pour former. C'est-à-dire qu'ils aient eux-mêmes la formation de professionnels pour pouvoir former. Donc, que dans le corps enseignant, qu'il y ait davantage de professionnels qui apportent l'expérience qu'ils ont développée pendant des années en entreprise, pour qu'il y ait un corps assez mixte, et qu'il soit régulièrement organisé des échanges, que les portes soient ouvertes aux entreprises pour les enseignants qui, eux, ont suivi uniquement des cursus académiques, afin qu'ils se frottent et qu'on réellement. réduise le gap qu'on observe très souvent entre la formation théorique qui est reçue sur le terrain. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais ajouter sur le plan des enseignants. Maintenant, je reviens sur ce qu'Emmanuel a dit concernant les proportions et établissements secondaires, techniques et d'enseignement général. Moi, je vois les choses autrement. Autrement parce que quand il parle d'augmenter le nombre d'esthétiques, il faut bien qu'on regarde l'histoire. Il parlait de l'histoire tout à l'heure. On a créé les esthétiques à l'époque. aussi, j'ai parlé sur les lycées techniques, des lycées professionnels, à l'époque, parce que les gens arrivaient au cours moyen d'eux à 15, 16 ans. Donc, il fallait qu'ils puissent rapidement connaître un métier, à aller bosser. Donc, le gars, il a tourné son cap à 21 ans, 22 ans. Donc, assez mature pour aller travailler. Aujourd'hui, ils ont le CPE à 8 ans, 9 ans. Vous voulez quand même qu'il fasse un cap. Donc, en 4 ans, il a le cap à 12 ans, 13 ans. Il y a un problème. Ce monsieur n'est pas prêt pour aller travailler. Il n'est pas prêt, il n'est pas mature pour aller travailler. Donc, de mon point de vue, il devrait avoir de moins en moins d'esthétique, à la limite, presque plus d'esthétique. Puisqu'on voit à quel âge ces enfants passent de CPE pour entrer au collège. Ça, c'est ma suggestion sur ce point-là. Maintenant, je vais dans la même philosophie au niveau du secondaire des lycées techniques. J'estime qu'on devrait davantage réduire le pourcentage des lycées techniques. Ça va surprendre beaucoup de gens sur le plateau, mais en fait, comme il le disait, les gens ont besoin d'une solide base scientifique, philosophique, avant d'aller attaquer la spécialisation. Et culturelle. Et culturelle. Et j'estime que la spécialisation, véritablement, devrait commencer un peu plus tard, et donc à l'université. Donc on devrait réduire le pourcentage des lycées techniques, laisser davantage des lycées d'enseignement général, pour donner suffisamment de bases scientifiques, philosophiques aux personnes, pour les préparer à effectivement se spécialiser. Mais Blaise Wafo, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents, enfin je veux dire les pays de l'Asie du Sud-Est, on a très bien observé que les gens peuvent partir de l'école primaire et rentrer dans l'enseignement technique et obtenir un cap ou si vous voulez un bac au bout de 7 ans et sans que cela ne puisse se perturber quoi que ce soit. Tout au contraire, on a le sentiment que ça a réussi très bien là-bas. Ben, moi, j'ai vu ce système-là fonctionner en Allemagne. Mais les infrastructures, les entreprises sont bien organisées pour accueillir des gens aussi jeunes. Tout à fait. Ici, chez nous, les gens quittent l'école primaire très tôt. C'est 8 ans, c'est 9 ans. Et le cap, peut-être qu'on dit, c'est 4 ans. J'imagine pas beaucoup de Camerounais à 13 ans près pour aller en entreprise, commencer à travailler. Bon, disons que si vous permettez, au Canada, par exemple, déjà, il est interdit de sauter des classes. Ce qu'on appelle généralement sauter des classes. Ça veut dire quand vous commencez votre CIL, si j'appelle ça la CIL, à 6 ans, vous devez être normalement au CM2 autour de 12 ans. Oui. Ça veut donc dire que si vous faites vos 4 ans pour avoir vous n'avez pas passé le CEP à 9 ans. Voilà, vous n'avez pas passé le CEP à 9 ans. Donc, alors, je pense que c'est des mesures qu'il faut prendre. Christian Oussebo. Oui, ainsi Duval. Les mesures, on est pratiquement là. Oui, pour aller vite. Il faut dire aussi que l'un des problèmes du Cameroun, c'est que comme on a une population extrêmement jeune,
il y a comme un complexe d'aller à l'école au Cameroun. Vous voyez à quel âge aujourd'hui les Camerounais vont à l'école? 2 ans. On a créé des cycles intermédiaires qui n'existent dans aucun système éducatif, ce qu'on appelle les prématernels. Ça n'existe pas. Mais vous savez pourquoi? Parce que les parents veulent se débarrasser des enfants. Les enfants vont à l'école au berceau. Les enfants vont à l'école au berceau. Pourquoi qu'il a pu prononcer A, non, l'année prochaine, il faut qu'il aille à l'école. Et l'enfant va passer toute sa vie à fréquenter. Quand il arrive à 25 ans, il est épuisé. Les questions d'emploi, tout le monde, on arrive au bord de ceci. Donc, pour aller dans les solutions, il faut une réforme du système éducatif. Il faut de nouveaux états généraux de l'éducation parce que le politique a donné sa vision. Le chef de l'État a dit c'est l'émergence en 2035. Nous devons être émergents. M. Konkela dit il n'est pas pédagogue. Il faut donc que ceux qui ont la charge de la pédagogie s'asseyent ensemble pour dire quelle est la nouvelle vision que nous devons. Le ministère de l'économie, la planification et du territoire, avec le ministère de l'Emploi, nous avons élaboré la carte des métiers disponibles dans tous les chantiers structurants. C'est connu. Mais est-ce que les partenaires de l'éducation se sont assis pour dire, voici les compétences qui sont souhaitées, créons ces filières. Quand vous allez voir les nouvelles filières qu'on a créées dans les lycées techniques, c'est coiffure professionnelle, esthétique cosmétique, boulangerie, pâtisserie, qui n'ont rien à voir avec les chantiers structurants vers lesquels. Parce que quand il y a une vision politique, il faut que le secteur éducatif accompagne. Un autre point dont on n'a pas parlé, l'orientation. Il faut placer l'orientation au cœur du système éducatif. Tous les pays qui ont réussi leur réforme économique l'ont réussi parce qu'ils ont mis sur pied une politique d'orientation. Au Cameroun, nous faisons l'orientation secondaire avant de faire l'orientation professionnelle. Je reçois chaque jour des jeunes sortis du système de l'enseignement secondaire, des universités, qui ont fait des licences, des masters, mais aujourd'hui qui ne savent pas quoi faire et qui se retrouvent aujourd'hui en train de suivre des formations professionnelles. Or, si en amont, il y avait eu un système d'orientation professionnelle où on détecte dès la sortie du CM2, contrairement à ce que M. Blaise Wafo dit, quels sont les secteurs, les centres d'intérêt que le jeune dans lesquels il peut exercer, on lui dit ton métier, voilà au moins 5 métiers, tu peux suivre tel parcours, la tendance sera inversée. Il faut élaborer les programmes selon l'approche par compétence. L'enseignement secondaire l'a fait, le ministère de l'Emploi l'a fait, mais est-ce que l'enseignement supérieur le fait en tant que philosophie de formation? Parce qu'il ne suffit pas de dire il faut professionnaliser l'enseignement. On professionnalise selon quelle approche? L'approche canadienne, c'est l'approche par compétence. L'approche allemande, c'est la formation par alternance. En Asie du Sud-Est, nous avons le DACUM, c'est-à-dire le droit curriculum. Donc, il faut qu'on choisisse quelle est la philosophie de professionnalisation que nous voulons et il faut intégrer. Enfin, Duval, s'il te plaît, il faut décomplexifier l'emploi indépendant. Au Cameroun, quand vous voyez la masse de chômage des jeunes demandeurs, chômeurs qui ne sont pas encore en position de demandeurs d'emploi, parce qu'il y a une différence entre un chômeur et un demandeur d'emploi, c'est parce que dans nos têtes, depuis la colonisation, on nous a fait croire que le travail, c'était l'emploi salarié, alors que l'auto-emploi est une source d'emploi. Alors, Emmanuel Kounké, je vous pose une question qu'on sorte de l'émission parce qu'on est pratiquement à la fin. On n'en a pas parlé. Est-ce que le calendrier scolaire n'est pas un problème? Je pose la question parce que un observateur a fait la remarque pour indiquer que on a un calendrier scolaire qui est calqué sur le modèle colonial. C'est-à-dire qu'on va à l'école en mai, on va en vacances en mai-juin, alors que c'est les saisons de pluie au Cameroun. Pourtant, ceux qui ont importé ce calendrier, en mai-juin, pour eux, c'est l'été, ils vont en congé. Et ils pensaient que si on allait en congé, en vacances au Cameroun, pendant la saison sèche, eh bien, ce serait l'occasion d'aller à Kribi, d'aller à Limbé, eh bien, de remplir les plages et que le tourisme pourrait, de cette façon-là, contribuer d'une certaine façon directement au développement économique du Cameroun. C'est un avis que... Oui, disons que la question est pertinente, mais vous savez, lorsque la question est pertinente, il faut aussi une réponse pertinente. Malheureusement, pour le moment, je n'ai lu aucun livre qui parle du calendrier scolaire. Ça veut dire que j'ai de la peine à aborder un sujet que je ne maîtrise pas bien. Par contre, je vais donner un élément fondamental qui sera ma dernière suggestion. Il faut dépolitiser l'école au Cameroun. Parce que si vous ne dépolitisez pas l'école, vous n'aurez aucune réforme. Et cela sous-entend avoir des gestionnaires compétents. C'est-à-dire gestionnaires, c'est qui? Les recteurs, les chefs de département, les doyens. Avoir des proviseurs compétents, avoir
des directeurs dans les ministères enseignement supérieur, enseignement secondaire et des ministres compétents, parce que vous savez qu'au Cameroun, il y a des ministres qui se sont retrouvés en prison, des ministres de l'éducation, il y a des recteurs. Je dis donc pour moi, l'élément fondamental au Cameroun, parce qu'on peut avoir un mot sur le calendrier. Donc à la fin, il faut des gestionnaires, depuis l'école, depuis les services est jusqu'au service central, des gestionnaires compétents qui aiment le Cameroun. Le jour où on aura ces gestionnaires, toutes les réformes marchent. Sur le calendrier, c'est à nous de définir quelle est l'année académique est la nôtre. En Corée du Sud, l'année scolaire commence en mars et les cours vont de 9h à 18h. C'est la réussite totale. Vous voyez, ce calendrier qui nous a été importé, nous continuons à l'avoir, même à l'université. Comment à l'université on continue de parler de session d'été en septembre, session de rattrapage. Donc ça pose un problème. Et la contiguïté des dates d'examen qui font qu'il y a une forte concentration. Je pense qu'il faut revoir ce calendrier scolaire. Il faut revoir. Merci, monsieur Blaise. Peut-être en... Non, moi je voudrais dire que je ne trouve pas de problème sur le calendrier. Avec le système LND, avec les notions d'unité de valeur qu'on reconduit d'une année à une autre, je ne trouve vraiment pas de problème. Mais en revanche, je voudrais quand même, pour quitter sur les suggestions, j'estime que les opérateurs économiques ont tout intérêt à contribuer à la professionnalisation de la formation, parce que c'est eux les premiers bénéficiaires de cette formation, et la contribution pourrait être vue par exemple en favorisant la formation par alternance que mon homonyme a évoqué tout à l'heure, qui est utilisée en France et ailleurs pour véritablement rendre la formation véritablement professionnelle, et contribuer d'une autre façon aussi au financement, parce que je voudrais prendre un exemple pour illustrer. On a beau former des mécaniciens sur des moteurs de génération il y a 30 ans, c'est évident que lorsqu'ils sortent de là, ils ne sont pas capables de travailler sur les moteurs sur les voitures actuelles. Donc les opérateurs économiques devraient donner un coup de main pour ça. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci Blaise Wafo, merci à vous Christian Blaise Motebo, merci au professeur Kenny Fodop, merci à Emmanuel Leconque-Guaba d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir regardé à la maison. Retrouvons-nous la semaine prochaine, mercredi précisément, à partir de 20h45 pour une autre édition de 237 le débat. Bonsoir.